Bienvenue à tous et toutes pour cette session de lancement donc sur le guide Entreprise Communauté affectée. On accueille aussi également plusieurs personnes en ligne qu'on salue à distance. J'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien également. Alors juste simple rappel logistique, mais pour les personnes en présentiel, quand vous êtes inscrits, vous avez autorisé le droit à l'image. Donc si jamais ce n'est plus le cas, n'hésitez pas à nous en faire part. Eh bien, je vous propose de rentrer dans le cœur du sujet. Et pour introduire le sujet, je vais laisser la parole à notre délégué général, Niels Pedersen, donc du Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Vous m'entendez? Oui, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. On est ponctuel, bravo. Bienvenue ici à la Maison du Développement Durable. Déjà, un petit mot sur ce lieu pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Peut-être que c'est possible. Donc, ce sont les locaux du Pacte mondial Réseau France. Donc, vous savez, le Pacte mondial, c'est une initiative à deux jambes. Un siège à New York qui représente, qui est en lien avec les Nations Unies, et ensuite des bureaux nationaux, on dit locaux en langage onusien, qui a la responsabilité de gérer le territoire français. Donc, c'est notre rôle ici avec une équipe de 27 personnes. Ces locaux, c'est évidemment plus que nos bureaux. On l'a appelé la Maison du Développement Durable. C'est très original. La vocation, c'était vraiment de positionner le pacte mondial ici en France. On a la chance d'être le premier réseau en termes d'entreprise. Je le dis parce que c'est vous, les entreprises, qui faites en sorte que nous sommes le premier réseau, mais ça dit aussi quelque chose de l'engagement des entreprises françaises, du capitalisme français aussi à l'échelle mondiale. Et dans un contexte aussi turbulent, le fait que nous soyons encore le premier réseau dit aussi quelque chose de l'engagement du secteur privé français sur les sujets qui sont les nôtres, et on va le voir dans un instant. Donc ce lieu, c'est un lieu à la fois d'accueil d'autres organisations. Nous accueillons l'Association française des Nations Unies, l'AFNU, ONU Femmes France, le Comité 21. D'autres organisations encore sont susceptibles de nous rejoindre. Et c'est aussi un lieu pour vous, entreprises, pour organiser des activités, des séminaires et toute autre activité en lien ou non plutôt avec le développement durable, mais en lien ou non avec le développement durable. Et c'est un lieu de partage, de vie, d'échange, et c'est vraiment important pour nous. Si vous l'avez déjà expérimenté, je pense que vous l'avez vu. Ça dit aussi de notre volonté, et c'est en lien avec ce guide, c'est évidemment d'être visible sur un certain nombre de sujets et aussi d'incarner les 10 principes. Les 10 principes du pacte mondial, je pense que tout le monde les connaît par cœur normalement. Après, c'est comment aussi on les fait vivre, comment on progresse sur l'ensemble de ces 10 principes et comment l'entreprise s'approprie des outils que nous proposons, mais aussi qu'elle contribue à créer. Et ça, c'est aussi une singularité, non seulement du guide, mais de la façon de travailler du pacte mondial, c'est que c'est vraiment un échange entre pairs, à la fois des experts des Nations Unies, des experts ici de notre équipe, mais aussi vous, dans vos entreprises, vous partagez vos expertises. Et c'est ce qui crée, je pense, une expertise assez unique au sein du pacte mondial en France, mais dans le monde entier, dans notre capacité de produire de l'expertise et donc des outils qui vous sont utiles au quotidien dans vos entreprises. Ce matin, oui, il y a deux places encore au premier rang. Ce matin, donc, ce qui nous unit, c'est les premiers principes droits de l'homme. Donc, à la fois promouvoir et respecter la protection du droit international relatif aux droits de l'homme. Et le deuxième principe, veiller à ne pas se rendre complice de violations de droits de l'homme. Donc ça, c'était important de le rappeler. Et ce guide, on va le détailler toute la journée, enfin toute la matinée, permet de mettre en place un engagement constructif entre les entreprises et les communautés affectées. Et je vais vous donner dans un instant la définition qui a été proposée de communautés affectées dans ce guide, évidemment pour aussi prévenir et gérer un certain nombre de risques. Alors, je ne vais pas rentrer sur le pourquoi. Normalement, vous êtes tous des experts du sujet des droits de l'homme, donc je me permettrai de squeezer cette partie. A priori, vous êtes assez au courant du sujet, et de toute façon, les échanges de la matinée vont rentrer dans le vif du sujet. Je vais plutôt rentrer dans le pourquoi de ce guide qui, encore une fois, nous réunit ce matin. Alors, vous le savez, le cadre international est très évolutif, un cadre juridique de plus en plus exigeant en termes de droits de l'homme, mais aussi de protection de l'environnement. La loi française sur le devoir de vigilance y a contribué, mais aussi les réglementations européennes. Tout le monde a en tête la CSRD, le devoir de vigilance, etc. Là aussi, je ne vais pas détailler. Tout ça amène à une exigence de transparence et de communication avec les fameux, un jour il y arriverait ESRS, il n'y arriverait jamais ces acronymes, S3 de la CSRD.
Et évidemment, toutes les relations parties prenantes, on sait à quel point c'est important au pacte mondial, comment cette relation avec les parties prenantes, j'allais dire, affecte, mais pas que négativement. Les relations avec les parties prenantes, parfois, peuvent être positives et parfois plus complexes. Et comment tout ça, évidemment, impacte l'entreprise. Et donc, cette complexification, et je crois que c'est vraiment non pas le terme du guide qui a vraiment insisté pour le coup sur la pédagogie, mais en tout cas de prendre en compte la complexification d'un certain nombre de sujets, du contexte opérationnel de vos entreprises. Comment tout ça en fait se met en place, de quoi on parle, quels sont les sujets, quels sont les impacts positifs, négatifs. Et je pense que c'est vraiment l'atout, je le dis parce que je l'ai lu 2 fois, de ce guide, de vraiment rentrer dans le côté extrêmement pratique sans donner de leçons. Alors, sur le lancement du projet, là aussi, j'ai un petit retour en arrière. J'étais impressionné ce matin en voyant le volume, parce qu'effectivement, en nombre de pages, c'est long, mais vous voyez, le guide est compact, mais dans le bon sens du terme. C'est pas compact pour pour vous faire peur, parce que c'est très pédagogique, c'est très détaillé. Il y a un certain nombre de cas pratiques. Alors, évidemment, anonymisé, le but n'était de stigmatiser personne. Vous savez, le principe du pacte mondial, on n'est pas dans le name and shame, mais on est vraiment dans l'aspect positif. Donc, désolé si certains se reconnaîtront, je cite personne, mais une entreprise de l'énergie au Chili, bah, bon, peut-être que vous retrouverez ou pas. Mais encore une fois, ce n'est pas le but. Le but, c'était aussi de savoir de quoi on parle. Parce qu'évidemment, entre une PME qui fait de l'extraction minière ou une multinationale, allez, américaine ou chinoise, comme ça, on stigmatise à personne, on n'est pas dans le même cas. Et je pense que c'était aussi important de donner un peu de relief au cas pratique. Et surtout, et j'insiste là-dessus, on a mis en place des fiches périmètre de fonction ou dirigeants, je ne sais plus finalement comment on l'a appelé, fonction, pour permettre à ceux dont ce n'est pas la spécialité de plonger rapidement dans le guide et de savoir où lire, enfin ce qu'il fallait lire, ce qu'il fallait regarder. Et donc c'est vraiment un guide en plusieurs entrées. Pour les spécialistes, évidemment, vous pouvez tout lire ou vous devez tout lire, je ne sais pas. Et pour ceux qui ont moins le temps ou qui sont moins experts du sujet, vous pourrez rentrer à la fin sur ces périmètres-là. Et ça, c'est vraiment, je pense, une nouveauté de ce guide. L'autre élément, donc plusieurs éléments. D'une part, nous sommes appuyés sur l'expertise de Céline, voilà, qui se cache au bord près du mur et qui a travaillé pendant pratiquement 2 ans sur ce guide. Quand je dis travailler, c'est pas simplement un travail en chambre, et c'est vraiment important, littéraire, documentaire, c'est important, mais c'est aussi un travail sur place auprès d'un certain nombre de communautés locales, en face à face, d'échanges avec les entreprises. Donc il y a une véritable plongée aussi dans la réalité opérationnelle et des entreprises, mais aussi des parties prenantes concernées par le sujet, mais aussi vous. Alors, il y a une très longue liste à la fin du guide de contributeurs entre le groupe de travail, les relecteurs, les uns les autres, et je voudrais vraiment vous remercier. Je pense qu'on peut même vous applaudir dès à présent, parce que ce guide, c'est aussi vous. C'est aussi vous. Et quand je disais que c'est du travail contributif, voilà, c'est un travail avec vous, entreprise. Et évidemment, Éline Bardot, ici présente, plus que maîtresse de cérémonie ce matin, mais grande ordonnatrice des droits humains chez nous, a accompagné le travail bien au-delà des relectures, mais aussi en production d'un certain nombre de documents, de coordination avec Céline, avec nous-mêmes. Donc merci à vous deux, parce qu'effectivement, votre engagement et investissement se reflètent dans ce document. Alors, la clarification, je te la laisserai, mais je pense que ce qui est important dans communauté locale affectée, c'est de savoir de quoi on parle. Et c'est pas si évident. Ça paraît évident comme ça, mais une fois qu'on rentre dans le détail de qui on parle, de quoi on parle, de qu'est-ce que ça veut dire, vous allez voir qu'en fait, il y a énormément de nuances et que c'est vrai que spontanément, quand on parle de communauté locale affectée, on pense aux communautés autochtones au Chili, on se dit oui, bien évidemment, puis quand on se rend compte en Europe, ben, il y a beaucoup de communautés locales affectées aussi. Et le sujet des terres rares, dont je crois que c'est ce matin, l'Union européenne a annoncé la volonté d'accélérer la production d'un certain nombre de terres rares en Europe, va aussi nous montrer que nous avons un certain nombre de communautés locales affectées. Désolé pour les Corses, qui ne sont pas que les Corses ou les Bretons chez nous, mais qui sont toutes les communautés locales qui sont affectées d'une façon ou d'une autre par un certain nombre d'activités. Et ça, je pense que c'est aussi important de l'avoir en tête. Je vois qu'Éline me presse, donc j'ai presque fini. Tout ça, je l'ai dit.
Ce qui est important, c'est le partage ce matin. Donc, encore une fois, merci à vous d'être là, y compris à ceux d'être en ligne, dans aussi la capacité d'échange. On a un certain nombre de partenaires ici présents. Merci. Merci aussi de cette contribution, puisque le guide, et ça, je veux vraiment insister là-dessus, c'est vraiment aussi un échange entreprise, ONG, partie prenante. C'est pas simplement la vision de l'entreprise, pas simplement la vision de l'entreprise qui défend sa vision. C'est important. C'est notre rôle aussi au sein du Pacte mondial de défendre la vision du secteur privé sur un certain nombre de sujets, mais c'est aussi notre capacité d'écouter ce qu'ont à dire les parties prenantes de l'entreprise sur ce que fait bien l'entreprise ou ce qu'elle pourrait faire différemment. Et je pense que là aussi, c'est l'intérêt de ce guide, c'est d'avoir ces différentes focales qui viennent vous alimenter dans votre métier et dans vos expertises. Et à ce titre, je passe la parole au député Potier qui nous fait non seulement l'amitié plus de micro, ça y est, non qui a rédigé une préface que vous trouverez évidemment dans le guide. Et monsieur le député, je vous passe la parole. Merci à vous. Merci Nils, bonjour à tous. Chrono, parce que je sais que c'est serré. Je vais pas me faire, je vais pas me faire, ouais, je vais pas me faire disputer. Ouais. Il m'avait donné une demi-heure, puis c'est revenu à 7 minutes, c'est ça? Non, je blague. Bon, très bien. Merci, merci pour votre invitation. Moi, je suis très honoré d'avoir pu écrire la préface. Vous m'avez accompagné, hein, censuré, rabouté, etc. Mais enfin, je suis quand même auteur de l'essentiel. Figurer dans un document de l'ONU, dans un document de cette portée, est pour moi un immense honneur. Je vous remercie. C'est une journée particulière. C'est une journée où ce soir à 18 h, une dizaine de parties prenantes, monde de l'entreprise, ONG, syndicalistes, élus européens dans la diversité de façon transpartisane vont s'exprimer pour porter un plaidoyer de 18 h à 20 h. Salle Lamartine l'a bien nommé, à l'Assemblée nationale pour redire à quel point le pacte vert est un outil de transition absolument indispensable, non seulement à nos nations, à l'Europe, mais également au monde. Et c'est un moment où ce soir, à l'initiative du groupe dont je fais partie, le groupe socialiste, nous allons interroger à la fois Éric Lombard et Agnès Pannier-Runacher, donc le monde de l'économie, Bercy, et puis celui de l'environnement, sur la position française dans ce pacte vert. Donc, et le hasard a fait que ça tombe la même journée que vous et qu'on soit à 2 jours de l'anniversaire du 8e anniversaire de la naissance de la loi de devoir de vigilance. Donc c'est une journée singulière, une journée particulière. Et vous imaginez mon émotion et ma mobilisation et la toute petite nuit que j'ai fait, un peu impressionné par ce qui m'attendait aujourd'hui dans ce parcours du combattant. Alors je vais vous dire quelques banalités très vite, mais je vous l'ai dit, je vous assure, du fond du cœur, et je vais me dire de façon avec mon ventre, tellement ces questions-là m'empêchent de dormir littéralement depuis quelques mois. Cette bascule géopolitique, et avant même cette bascule initiée par l'Europe sur ces questions des droits humains et de l'entreprise, me terrifie, me bouscule. C'est comme si, au bout d'une dizaine d'années, d'un parcours qui patiemment avait permis une conversion des esprits dans la puissance publique, dans le monde de l'entreprise, nous soyons dans une immense régression, un risque de bascule qui évidemment fait écho à d'autres bascules géopolitiques. Donc c'est quelque chose qui littéralement me terrifie. La seule manière de se soigner, la thérapie, c'est d'agir. C'est ce que vous faites, c'est ce que nous faisons, chacun à notre manière, en espérant que ce ne soit pas totalement vain. Dans ces moments de grande bascule, il faut rappeler les fondamentaux. Niels, vous m'avez souligné que dans la petite, et spontanément, sans qu'on se concerte dans la préface, je rappelle que les deux sujets qui doivent guider l'action publique aujourd'hui, l'action humaine tout simplement, c'est l'extrême conscience de la finitude de notre humanité dans ces deux dimensions, la dignité de la personne humaine, bousculée à la fois par des révolutions technologiques et scientifiques, par des bascules également philosophiques, mais c'est également la conscience d'une maison commune où nous sommes tous interdépendants et dont la fragilité n'est plus à démontrer aujourd'hui. Je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes en vous parlant de l'Anthropocène. Donc nous sommes dans ces deux moments où à la fois la dignité de la personne et la conscience d'une maison commune doivent s'articuler les uns aux autres. On ne sauvera pas l'un sans l'autre. Et c'est le combat qui réunit, je crois, qui nous réunit aujourd'hui. Et je relisais que depuis 2000, finalement, c'est le travail qui a été initié par l'ONU à travers le pacte mondial. Je redécouvre, hein, je vous avais suivi par intermittence, puis je découvre à quel point, depuis un quart de siècle, l'ONU a cette intuition de faire des entreprises des acteurs politiques. Au même moment, année 2009, au Collège des Bernardins, s'initie un cycle qui va durer 9 ans et qui s'appelle justement l'entreprise acteur politique au XXIe siècle. Donc nous sommes dans un moment que nous relirons plus tard comme un moment
un printemps intellectuel, je pourrais dire même spirituel, où on a eu un travail de reconception de l'entreprise qui, je pense, restera dans l'histoire. L'histoire de l'entreprise à mission, les questions de codétermination, les questions de RSE qui sortent de la déclaration pour devenir une nouvelle norme comptable, sont toutes ces idées, et celles du devoir de vigilance, en écho aux initiatives onusiennes, ont eu une incarnation en France plutôt pionnière et en Europe, qui ont été un moment assez extraordinaire. Et ce moment-là, il redit que non seulement, si je reprends Mireille Delmas-Marty, qui doit être, je pense, l'inspiratrice de tous ceux qui travaillent sur la puissance du droit, Stéphane, tu en es d'accord, hein, c'est toujours penser quand on doute, il faut relire Mireille Delmas-Marty, que peut le droit? Il redit l'irréductible, le caractère irréductible de la condition humaine, qui ne pourra jamais être une chose, mais qui restera toujours un sujet, une personne. Il redit qui est responsable. Elle nomme clairement les États, les nations, les communautés de nations et les grandes entreprises. Et donc, sur le principe de responsabilité, il y a donc la fin d'une impunité, et dès lors se met en place un processus de prévention qui doit prévenir les atteintes graves au caractère irréductible de la dignité humaine, etc., etc. C'est cette boucle-là qui ne cesse de nous inspirer. Elle met l'entreprise dans une responsabilité, pas seulement dans une suggestion à la puissance publique, mais dans une responsabilité. Il me plaît de penser que l'ensemble des initiatives que vous portez et que nous portons plus modestement à l'Assemblée nationale font de l'entreprise, et c'est l'ancien paysan que je suis qui le dit, un être de liberté. À qui le droit fixe des rives, mais qui peut naviguer dans une grande liberté au sein de ces rives qui sont fixées par la puissance publique. Je crois que la cartographie des risques concernant les populations affectées relève de l'intelligence propre à l'entreprise. Jamais aucune norme, aucun document, si intelligent soit-il, ne remplacera la capacité de discernement, l'intelligence stratégique et la cartographie fine qu'établira une entreprise. Jamais les solutions pour prévenir ces risques, une fois identifiés, ne pourront être mieux mises en œuvre que par l'entreprise elle-même. Le droit apparaît ici comme une vigie, comme fixant des rives, comme fixant une boussole, mais il laisse à la capacité de navigation très importante aux entreprises, et je crois à cette alliance du juste et de la liberté qui met l'entreprise au cœur de ses perspectives. Cette cartographie des risques, elle concerne les filières, elle concerne des géographies singulières dans le monde, celle des ressources, vous avez évoqué les terres rares, mais même sur les ressources plus banales, il y a des enjeux qui restent absolument capitaux, nous le savons. Elles disent aussi, et je voudrais, en relisant ce document tôt ce matin, je me disais que le risque serait de façon caricaturale, et parfois on peut tomber dans ce piège-là, ce serait de considérer que les communautés locales sont naturellement bonnes et les entreprises naturellement mauvaises, une sorte de caricature. Il y a de la corruption, il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux d'intérêt dans toute communauté locale. C'est une évidence. Il y a dans chacune des entreprises une aspiration, non seulement à chercher l'appât du gain, mais à chercher ce qui est juste pour soi et pour les autres. Donc c'est bien le droit que nous recherchons aujourd'hui, c'est cette rencontre des forces qui cherchent à allier cette alliance-là. Et puisqu'il me reste 3 minutes, je vais vous dire ce que j'ai simplement pour répondre enfin à votre question. Ce qui me paraît important en relisant votre guide, parce que je l'ai eu très tardivement, hein, comme nous tous, c'est que, encore une fois, jamais un territoire, jamais les communautés locales ou les communautés affectées, c'est une définition plus juste que communauté locale, ne peuvent être des objets, mais doivent rester des sujets. Que nous devons nous mettre en cohérence. Quelle est la cohérence entre l'intérêt de l'entreprise et une communauté affectée? Eh bien, c'est quelque chose qui qui dépasse largement l'une et l'autre et qui relève de critères universels. Par exemple, l'exploitation d'une ressource dans un endroit donné du monde ne peut être évaluée dans sa justesse uniquement que par rapport à une métrique universelle qui dit si ou non cette ressource doit être mobilisée, à quel niveau, etc. Donc c'est bien autour de caractères universels que nous devons jauger quel est le rapport juste entre une communauté affectée et une entreprise. Elle doit permettre, au-delà des rapports de force, de chercher ce qui est juste et vrai, et c'est la grande bascule à laquelle nous sommes appelés. Elle est un lieu singulier où, dans notre expérience humaine, nous vivons à la fois l'enracinement dans des réalités locales, spécifiques à leur dimension économique, sociale, mais aussi culturelle et de sens de la vie de cette communauté-là avec celle de l'entreprise. Donc c'est un lieu de confrontation entre l'enracinement, le singulier et l'universel. Donc c'est une belle aventure. Enfin, la boussole qui doit nous guider dans cette relation, c'est évidemment quelque chose qui nous dépasse tous, c'est cette réduction indispensable si nous voulons éviter les violences du monde, cette réduction des inégalités et de l'atteinte à la durabilité. Pour terminer, je voudrais vous dire que nous sommes dans un moment où il y a une sorte de bégaiement depuis quelques mois, depuis quelques semaines.
tout est en train d'être remis en cause. Hier, en commission de simplification d'entreprise qui visait à leur donner plus de légèreté, nous avons vu une vingtaine d'agences et commissions être proposées en suppression sur un simple amendement. Donc nous sommes sur un moment où nous sommes dans une sorte de vertige. Et dans ces moments-là, moi j'aime bien repenser à un poème de Neruda qui dit qu'une minute d'ombre ne doit pas nous rendre aveugles. Nous devons nous rappeler que nous sommes simplement en train de mettre en œuvre un droit défini par l'Organisation des Nations Unies, redéfini sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été écrite en 1948, quelques années après la libération des camps de la mort que nous célébrons cette année. C'est après la Shoah qu'au palais de Chaillot, en décembre 48, les Nations Unies, avec René Cassin et d'autres, réécrivent ce qu'est la dignité de la personne humaine, nos enjeux, notre solidarité, notre fraternité. C'est ça notre boussole, celle qui nous guide aujourd'hui. Nous ne devons pas en douter, nous devons, face au vertige du monde, retrouver nos fondamentaux et nous devons nous rappeler que aucun problème central du monde ne sera réglé si nous ne partons pas de la vulnérabilité qui doit rester notre boussole si l'on est tous perdus et des périphéries si on n'atteindra jamais le centre. Vous rappelez que le pacte vert a été une tentative, une sorte de printemps européen qui a essayé de mettre en cohérence nos nations avec une vision du monde et qu'il n'y a pas d'autre issue que de reprendre le fil de ce pacte vert dans toutes ses dimensions, la taxonomie des actifs financiers, celle du reporting extra-financier qui dessine une nouvelle comptabilité pour le 21e siècle, et enfin celle du devoir de vigilance qui fixe des limites et des interdits au nom des principes qui nous réunissent aujourd'hui. Moi, je voudrais dire avec force, le seul sera ma dernière citation et ma conclusion, la part d'espérance qui est la mienne dans cette journée, qui va être une journée marathon et qui démarre, je crois, un combat qui n'est pas terminé et qui peut être victorieux, c'est cette phrase de Paul Valéry. La faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'en la force. Je sais que ici vous croyez tous en autre chose. Merci. Permettez, on va. Moi, j'aurais du mérite agricole. Ben Ah voilà. oui. Merci beaucoup, Sachez monsieur que le député. vous avez toutes les couleurs de la République, donc vous pouvez choisir le mérite. Merci à Pour les vous. gens qui ne voient pas, on a arboré, monsieur le député, d'un pins ODD. Donc merci. On va pouvoir passer à la table ronde et donc on va libérer quelques places sur le côté. Donc les personnes qui sont debout dans le fond, vous allez pouvoir avoir 5 places, enfin 4 qui se libèrent. Et j'ai aussi une de mes collègues qui viendra rajouter un siège si besoin. Eh bien, je vous propose d'accueillir donc les intervenants. Pour commencer, donc l'auteur du guide, Céline Dagrazza-Pires, qui est avocate. Avocate de formation avec surtout maintenant consultante, mais spécialiste business and human rights avec 10 ans d'expérience terrain. On accueille également Frédéric Bourdilla, qui est directeur de projet et spécialiste des mesures sociales au sein du groupe Aegis. Alors, je vais juste me mettre là, Frédéric, si ça t'embête pas de... Oui, merci. On accueille ensuite Clara Alibert, qui est chargée de plaidoyer acteur économique au sein de la CCFD Terre Solidaire. Et enfin, pour finir, William Viry Aliemoz, qui est Senior Manager Sustainability au sein du groupe Engie. Et effectivement, moi-même, Éline Bardot, en tant que chargée de mission droits humains. Donc, comme vous l'avez constaté, cette table ronde, elle est à l'image du guide, elle est multipartie prenante. C'était vraiment important pour nous de revenir aujourd'hui sur tout ce qui a, toutes les parties prenantes qui ont contribué au guide, et donc notamment de pouvoir partager les différents points de vue, les différentes expériences, et essayer de revenir sur les différents éléments clés. Donc, quand je dis que ce guide a été multipartie prenante, c'est aussi pour recueillir les enjeux de chaque partie prenante. Et je vous propose de revenir sur ces enjeux, sur finalement pourquoi est-ce qu'on a lancé ce guide. Donc, pour commencer, peut-être Frédéric, en tant qu'entreprise, est-ce que vous pouviez nous dire ce qui vous manquait sur ce sujet des communautés affectées? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, pour Aegis, nous, on a une entreprise qui est relativement mature sur le sujet, puisque dans notre raison d'être, on a le bien-être des populations citées. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas tous le même langage. Donc, il y avait beaucoup de compréhensions différentes par rapport à ce
ce qu'est une communauté affectée. Moi, de mon côté, bon, je travaille sur le sujet, mais je travaille aussi avec beaucoup d'autres acteurs qui ne sont pas spécialistes dans le domaine. Et pour eux, voilà, peuple autochtone, communauté affectée, c'était les mêmes enjeux, détourer les mêmes notions. Donc ça, le guide permet une réponse claire sur les définitions. Ensuite, en termes de responsabilité, on a, comme on le disait avant, beaucoup tâtonné déjà en 2024 sur les sujets de responsabilité. C'est pas évident d'y voir clair entre donc nous qui travaillons plutôt sur les projets, sur le côté pragmatique, hein, et puis aussi les équipes qui travaillent sur la RSE. Voilà, donc avec tout ce qui s'est passé en 2024, la CSRD, CS3D, les échanges que j'ai pu avoir aussi dans l'élaboration de ce guide, ça a permis de clarifier et d'accélérer voilà, la bonne compréhension de ces responsabilités qu'on pouvait avoir devant nous. Et le dernier point, je dirais, c'est que je trouvais qu'il y avait aussi un monde relativement perméable entre justement les équipes qui sont en charge de la imperméable, pardon, entre les équipes qui sont en charge de la RSE et les équipes projets. C'est vrai qu'avant 2023, on se parlait pas énormément. Et donc, je trouve que le guide adresse bien ces sujets. Je trouvais pas non plus dans la littérature des guides ou des solutions qui s'adressaient aux deux mondes. Et donc, ce pont qui est fait dans le guide, je trouve que ça permet encore une fois d'accélérer aussi la bonne compréhension des missions qui nous appellent par rapport aux communautés affectées. Merci Frédéric. Peut-être d'un point de vue de la société civile, Clara, qu'est-ce que vous aviez identifié? Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de l'invitation. En fait, voilà, moi je parle du point de vue des ONG, enfin en tout cas de l'ONG pour laquelle je travaille, le CCFD Terre Solidaire, qui est une ONG de solidarité internationale, qui travaille avec la société civile du Sud global. Et nous, en fait, quand on est en contact avec les communautés locales, peuples autochtones et autres communautés affectées, nos constats, ils sont assez dramatiques. Généralement, quand on arrive sur le terrain, quand on a un ordre de mission qui nous fait voyager dans plusieurs pays, c'est parce qu'on a été alerté d'une situation extrêmement grave de violation de droits humains ou d'atteinte à l'environnement, ou alors qu'il y a des risques et une potentialité énorme que ça se produise. Et finalement, j'ai un peu ce constat que quand on arrive, c'est presque trop tard. Quand on arrive, il y a quelque chose qui s'est brisé dans la relation entre les communautés et l'entreprise et qui va être extrêmement dur à venir réparer. Et quand on parle de violation de droits humains, il y a voilà, des choses qui se brisent pour toujours, même si derrière, il y a des réparations qui interviennent. On ne peut jamais revenir en arrière sur certaines violations de droits humains. Et du coup, moi, quand je vais sur le terrain, ce qui est assez souvent, je n'arrive pas à m'empêcher de me dire, mais est-ce que ça aurait pu être évité? Est-ce qu'un meilleur engagement entre les acteurs du projet et la communauté riveraine, par exemple, aurait permis d'éviter, aurait permis de détourner le projet, aurait permis d'adapter le projet? J'ai envie de croire que oui. Sinon, finalement, on sera à nous, en tant qu'ONG, que là, que pour être un pansement, que pour réparer, que pour aller devant les tribunaux. Et j'ai pas envie d'être que ça. C'est aussi une part importante parce que, je le répète aussi, il y a des projets qui n'ont pas lieu d'être en 2025, des projets climaticides, des projets extrêmement violents pour les populations. Et ça, je pense que c'est un autre sujet. Mais je pense, en tout cas, mon ONG pense que l'engagement significatif et continu avec les parties prenantes que sont les communautés affectées peut vraiment empêcher certaines ruptures. Et c'est en ça que je trouve le guide extrêmement nécessaire, extrêmement important. Et en plus, donc j'ai eu la chance de pouvoir y contribuer sur certains passages et de pouvoir le relire. Et je trouvais vraiment qu'il était très différent des autres guides que j'ai pu lire sur le sujet, très différent d'une approche très théorique des grands principes des Nations Unies, de l'OCDE ou autres standards. Et parce qu'il y avait une approche très pratique. Même visuellement, enfin, vous l'avez consulté, il y a des tableaux, il y a des Q&A, il y a
voilà, il y a des périmètres d'action et je pense que c'est quelque chose. Alors moi, je travaille pas en entreprise, j'ai jamais travaillé en entreprise, mais je pense que ça doit être quelque chose de rassurant pour vous parce que vous n'avez pas forcément toujours les mains dans le cambouis ou la tête dans ce que c'est qu'une communauté locale, un peuple autochtone, comment on s'engage et ça peut donner le vertige. Dominique, tu parlais du vertige du monde. Je pense aussi que certains sujets d'engagement peuvent donner le vertige et je pense que ce guide est un outil pour atténuer cette sensation. Et voilà, je m'arrête là, je parle trop. Merci beaucoup, Clara. Donc, on a entendu effectivement la vision plutôt côté prisme entreprise et côté prisme ONG. Donc, je vais proposer à Céline de nous parler finalement de rejoindre ces deux mondes. Merci Eline. Merci à tous d'être venus parce que je vois cette salle comble et ça m'émeut beaucoup. Merci. En tout cas, le sujet est d'intérêt. Pourquoi ce guide Parce qu'il parle d'un constat très simple, c'est que l'engagement entreprise-communauté affectée reste encore aujourd'hui le parent pauvre du dialogue partie prenante. Et il y avait une nécessité de clarifier les concepts clés et de resituer les communautés affectées au cœur du dialogue et au cœur de la diligence raisonnable en matière de droits humains. C'est la vocation de ce guide. Frédéric parlait de deux mondes irréconciliables. Dans ce guide, le titre de ce guide, Entreprise, communauté affectée, voyez le trait d'union. Il n'est pas anodin, il est assumé. Un « et » peut juxtaposer deux mondes. Un trait d'union, il relie. Et finalement, la raison d'être de ce guide, et ce guide, il peut être résumé par ce trait d'union, c'est la nécessité de réconcilier ces deux mondes, qui souvent se font face au lieu de marcher ensemble. Et finalement, on a perçu ce guide avec la société civile, les experts, les entreprises, les communautés et peuples autochtones comme une nécessité sociétale pour permettre le vivre ensemble, entreprise, communauté affectée, pour obtenir un changement de paradigme nécessaire. Vous le voyez à l'écran, changement de paradigme. Non, c'est pas cette slide. D'accord. Alors, le changement de paradigme que je vais vous expliquer, il se tient en 3 points. Le premier changement, c'est de passer d'une logique de gestion des risques à une logique de création de confiance. Parce que trop souvent pour les entreprises, les communautés affectées, souvent lorsqu'il s'agit de peuples autochtones, ce sont des risques à gérer. Et non pas une perception comme un partenaire potentiel sur le long terme. La conséquence, c'est que ce postulat de départ biaisé, il va justement entraîner une distance dans la relation, une défiance qui elle-même va alimenter du coup une distance et une crise de confiance, les tensions, les conflits qui viennent avec. C'est cette logique de défiance, ce postulat biaisé qu'on veut dépasser par ce guide pour des bénéfices communs. Le deuxième point pour ce changement de paradigme, c'est finalement de dépasser la simple conformité légale. Il faut bien sûr se conformer, mais parfois, suivant les contextes opérationnels, la réglementation au niveau national n'est pas assez protectrice. Et il y en a beaucoup des contextes. Et il y en aura encore davantage, comme l'a dit monsieur le député, puisqu'aujourd'hui on questionne beaucoup le cadre applicable. Et donc obtenir les autorisations nécessaires, les permis nécessaires, eh bien ça ne suffit pas pour obtenir la légitimité sociale, l'acceptabilité sociale des projets. En clair, ce n'est pas parce qu'un projet est légal dans certains contextes qu'il est légitime aux yeux des communautés affectées. Et enfin, le dernier point pour obtenir ce changement de paradigme, c'est de dépasser le transactionnel pour construire du relationnel. Je m'explique. Sur le terrain, j'entends beaucoup de la part de dirigeants de filiales ou de dirigeants locaux et des agents de liaison communautaire même qui sont en lien direct avec les communautés. Mais Céline, ce que veut la communauté de nous, ce sont des gains immédiats, une relation transactionnelle. Oui, ça arrive. Mais ce postulat, encore une fois, de départ biaisé, il va créer exactement ce qu'on redoute. Une relation basée uniquement sur le superficiel, le court-termiste, l'investissement. Conséquence sur le terrain et au niveau pratique. L'entreprise, pour contenter, pour éviter toute tension, va choisir des investissements sociaux, exclusivement, et non pas un dialogue continu, comme l'a dit Clara. Des investissements sociaux, un terrain de foot, une clinique, une école, mais qui ne répondent pas forcément aux besoins réels des communautés affectées. Et l'identification des impacts négatifs potentiels liés aux activités n'est pas identifiée
n'est pas géré. Et ce sont ces angles morts qui vont créer ensuite les tensions et qui escaladent dans des conflits que l'on connaît jusqu'au contentieux parfois. Et donc ce que cherche ce guide, c'est ce changement de paradigme dans la relation. Prendre l'engagement communautaire non comme une obligation à gérer, mais comme une relation à construire sur le long terme, pour le bénéfice de tous. Merci beaucoup, Céline. Je pense que ça repose effectivement le contexte et surtout les grands enjeux auxquels on a voulu répondre dans ce guide. Et donc, pour répondre à ces grands enjeux, il y a 2 ans, on a lancé un groupe de travail avec une quarantaine d'entreprises qui se sont investies dans ce groupe de travail. Et on a relevé différents défis, différents enjeux, différentes questions que ces entreprises avaient. Et après, on a vraiment moulé le guide finalement sur ces grands défis et sur ces grands enjeux. Et pour répondre à ces grands enjeux, on a interviewé plus d'une 50aine de personnes, beaucoup d'entreprises, mais aussi des organisations de la société civile, donc des ONG françaises et internationales, et également de nombreux acteurs droits humains. Certains sont dans la salle, d'autres sont en ligne, mais des acteurs et des experts qui ont une expérience de terrain et aussi, bien sûr, le cadrage juridique nécessaire. Donc, dans cette méthodologie, ce qui est important aussi, c'est de bien sûr remercier les entreprises qui ont contribué, mais qui ont contribué sur le temps long, puisqu'on est parti d'un groupe de travail. Il y a eu ensuite les entretiens et il y a eu après un comité de relecture. Donc le comité de relecture également était composé d'entreprises et d'organisations de la société civile qui sont venues vraiment relire et s'assurer que ça pouvait correspondre aux différents enjeux. Donc sur la façon dont on a fonctionné également, au-delà de ces réalisations d'entretien, surtout on est allé voir les communautés elles-mêmes. Donc on a échangé virtuellement avec de nombreuses communautés en Côte d'Ivoire, mais également on a fait une visite de terrain au Chili. Donc Céline s'est rendue au Chili. Plusieurs entreprises ont contribué à cette visite de terrain au Chili, mais parmi elles, il y a une entreprise effectivement voilà, qu'on peut reconnaître, c'est Engie. Donc peut-être William, est-ce que tu peux nous en dire plus sur pourquoi vous avez accepté cette visite de terrain au Chili? Merci Eline. Donc on reconnaît anonymement effectivement NG au Chili, vous verrez dans le guide. Euh, En fait, Niels, dans son introduction, disait, enfin, il a évoqué la CSRD, et c'est vrai qu'elle est beaucoup décriée en ce moment, mais le moins mérite, c'est de faciliter le benchmarking finalement entre entreprises, une vraie intercomparaison, et peut-être de contribuer aussi à limiter le greenwashing et le social washing. Alors, ça veut dire que maintenant, on est obligé de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit et aussi de l'évaluer. Alors, on pourrait faire de l'auto-évaluation, mais je ne suis pas sûr que pour certains acteurs comme Clara à côté de moi, elle soit complètement satisfaite ou rassurée par une auto-évaluation faite par une entreprise et qu'elle préférera que ce soit fait par une tierce personne. Et c'est exactement en fait l'idée en fait de la visite qu'a faite Céline au Chili, où elle a pu rencontrer donc nos équipes à Santiago, à la capitale, mais après, tant pour la détermination des communautés ou des sites qu'elle voulait rencontrer, que même pour choisir qui elle allait rencontrer dans les communautés, elle a eu une liberté totale. C'est-à-dire, elle n'a pas été accompagnée par des gens d'Engie quand elle a rencontré les communautés, et à la date d'aujourd'hui, on ne sait même pas qui elle a rencontré, quel leader elle a rencontré. Et c'est très bien comme ça. Ça nous va bien parce que ça nous permet finalement d'avoir une restitution qui est complètement objective et finalement on l'a fait en confiance. Voilà, on savait que elle allait certainement nous dire lors de la réunion de restitution qu'il y avait des points positifs, des points d'attention, des points de vigilance aussi. Alors dans les points positifs, par exemple, je me souviens d'une action qui, alors paraissait tellement naturelle pour nos collègues en local qu'ils avaient oublié de nous en parler. C'était une formation qu'ils ont mis en place pour former les leaders des communautés à la négociation avec les entreprises. D'ailleurs, on les aide à nous challenger ou à nous contredire. Voilà. Donc c'est quelque chose d'original qui nous avait pas été remonté. On était très heureux de le découvrir. Mais et à contrario, il y a des points d'attention sur éviter la mobilité trop fréquente des personnes qui sont en charge du dialogue avec les communautés pour qu'il y ait une certaine stabilité et aussi tenir compte. Alors, il y a un contexte très particulier au Chili qui est marqué par une transition énergétique importante et la sortie du charbon, avec notamment ce qu'ils appellent, ce que le Parlement chilien en 2022 appelait les zones de sacrifice, qui sont ces zones qui ont été très marquées par l'activité humaine, tant sur la qualité de vie et l'environnement, et pour lesquelles il y a une attention particulière à porter. Donc voilà comment s'est organisée la visite. Ça a été fait complètement en confiance, mais elle a pu, du coup, sur place, mesurer que l'engagement qui a été fait par nos équipes locales, il est complètement inclusif et il est ancré finalement dans leur culture et dans leurs envies.
Merci beaucoup, William. Alors, Clara, tu nous as un petit peu évoqué tout à l'heure comment tu as contribué à ce guide, mais peut-être pour revenir un peu, qu'est-ce que vraiment une ONG qui est sur le terrain a pu apporter aussi à ce guide? Oui, alors du coup, représenter encore un petit peu le CCFD Terre Solidaire, désolé. Mais du coup, on travaille, on est, enfin, le slogan en ce moment de notre campagne de notoriété, c'est l'association qui ne fait rien. Parce qu'en fait, on travaille avec des associations locales qu'on soutient financièrement, humainement ou par d'autres moyens. Et le principe, c'est vraiment de ne pas faire à la place d'eux. C'est vraiment ces modes d'intervention pour le développement et qui est un courant vraiment souhaitable. Et je pense, l'exemple que tu viens de donner, parfois, il ne faut pas faire à la place d'eux. Il y a des personnes qui sont plus à même de le faire. C'est extrêmement important également pour l'engagement. Je pense que le guide, à plusieurs reprises, montre qu'il y a des alliances qui sont nécessaires, notamment avec des anthropologues, des ONG locales, des universitaires, et qu'il faut savoir parfois reléguer parce qu'ils savent mieux faire et parce que ça sera aussi mieux accepté par certaines communautés. Du coup, moi, personnellement, je travaille sur plusieurs pays, Brésil, Congo, Mozambique, Togo et Irak. Donc géographiquement très variés, des contextes aussi géopolitiques très variés. Et pourtant, à chaque fois, ce qui me marque vraiment, c'est qu'il y a une constante. C'est, en tout cas, encore une fois, moi, quand j'interviens dans ces pays, c'est parce qu'il y a des violations de droits humains assez flagrantes et manifestes. Et ce qui revient souvent, c'est qu'il y a un manque de confiance totale entre les communautés et l'entreprise. Mais moi, en tout cas, pour les situations que je suis, à raison, parce que parfois, on parle de communautés qui n'ont jamais vu personne de l'entreprise, ni un agent de liaison communautaire, ni quelqu'un de la filiale, ni personne. Donc, comment on peut penser que ça va bien se passer quand une communauté riveraine qui est à côté d'un projet extractif, personne n'est jamais venu la voir, personne n'est venu consulter, savoir s'il y avait des améliorations, s'il y avait des impacts sur leur quotidien. Donc voilà. Donc sans arriver, je pense, dans ces extrémités, dire que les ONG et surtout les ONG locales, nous, c'est vraiment un message qu'on porte. C'est pas tellement le CCFD qui est présent. Notre siège est à Châtelet, mais nous, on encourage vraiment à chaque fois les entreprises à aller voir les ONG locales qui ont un accompagnement des communautés et qui ont une vraie connaissance de certains contextes et qui va être bien plus bénéfique que finalement contacter une ONG qui est située à Paris. Et voilà, pour terminer sur ça, dire que je pense que les ONG, on apporte aussi de l'expertise de terrain. Et parfois, c'est des choses très concrètes, mais c'est aussi ce qu'attendent les communautés. Et quand on avait ces entretiens avec Céline, c'était vraiment super intéressant et on se donnait des petits échanges, on se racontait des anecdotes, notamment sur qu'une entreprise dans un village, dans un pays en Afrique, avait décidé de mettre une espèce de boîte pour plainte, pour mettre les plaintes, mais sous l'arbre le plus important du village, qui était un peu l'arbre impalable, là où les gens se réunissaient. Ça peut paraître anecdotique et pas important, mais en fait, ça faisait que les gens avaient peur de venir déposer des choses dans la boîte et donc venir exprimer ce qui n'allait pas avec l'entreprise. Et voilà, c'est ce genre de petits détails qui peut paraître nul, mais qui en fait un bon engagement avec les communautés. Et du coup, le guide est important aussi parce qu'il dit faites des alliances, entreprises, faites des alliances avec d'autres parties prenantes que sont universitaires, anthropologues, chercheurs, ONG. Voilà. Merci beaucoup, Clara. Peut-être Céline. Pardon. Peut-être Céline, est-ce que tu peux nous dire d'un point de vue méthodologique ce que tu as pu apporter à ce guide? Merci, Eline. Ce guide, pour moi, et c'est la fierté de ce guide, je crois, c'est que c'est d'abord la voix de celles et ceux qui sont directement concernés. Les entreprises, les communautés, les peuples autochtones qu'on a engagés directement, la société civile, les experts, les acteurs de terrain. Il est pour les acteurs de terrain, mais il fait le pont avec les décideurs du siège. Je voudrais insister sur un point sur la méthodologie parce que c'est pas anodin. C'est un sujet sensible, c'est un sujet complexe, le sujet de la relation entreprise-communauté affectée. Et c'est pour ça que ça a pris 2 ans, ce projet, parce que il faut ouvrir la porte à ce sujet sensible. Il faut du courage pour en parler. D'abord, le courage des communautés qui ont accepté de témoigner, de prendre part, et dans des contextes parfois sensibles. Vous verrez dans le guide, il y a un focus sur les zones de conflit et à haut risque.
Malheureusement, le monde de demain se dirige en ce sens. Il y a le courage des entreprises participantes, parce que c'est un sujet sensible pour les entreprises. L'objectif de ce guide, Niels l'a très bien dit, c'est d'accompagner, c'est pas de juger. Mais il faut du courage d'abord pour en parler, parce que c'est propice à un contentieux, c'est propice à des conflits. Et donc, quand une entreprise comme Engie participe avec un esprit d'ouverture et de transparence, ça donne de l'espoir pour l'avenir, parce que ce dialogue, il est possible. Et c'est ce qu'on a envie de dire dans ce guide. C'est dense, mais c'est possible si on fonctionne par étapes. Parce que ce guide, finalement, c'est le terrain sur le papier. Et ça, c'est important. C'est le fruit d'une expérience personnelle, merci Eline de l'avoir dit, de plus de 10 ans sur le terrain, au contact des communautés non autochtones, des peuples autochtones et tribaux, dans plusieurs continents. On en partage beaucoup avec Lara, avec Frédéric. Et on a l'espoir que ce papier aussi jouera son rôle pour que les réalités locales soient davantage prises en compte au siège et pour que les pratiques d'engagement sur le terrain soient plus alignées avec les standards de droits humains. Merci Céline. Peut-être aussi pour rappeler, c'est un sujet, on l'a dit, donc sensible. Aujourd'hui, c'est difficile finalement de parler vraiment de bonnes pratiques dans le sens où chaque contexte est différent. Donc vraiment, il n'y a pas de solution unique. Les entreprises aujourd'hui, elles testent encore, elles font au cas par cas. Et donc dans ce guide, on a vraiment voulu mettre en avant, et vous le verrez à travers une légende. Alors déjà, on a évidemment passé beaucoup de temps à clarifier les concepts, mais ça, vous aurez vraiment l'occasion de le lire en détail. Mais surtout, on a fait des focus sur certains défis opérationnels en fonction de ce que les entreprises nous ont fait part. On a également mis en avant des retours d'expérience des entreprises et on a mis à disposition beaucoup d'outils, donc des tableaux, des schémas pratiques, des listes de questions à se poser. Et donc vraiment, il faut voir ce guide comme une boîte à outils. Chaque entreprise peut piocher là où elle a besoin en fonction de son contexte et aussi en fonction de ses fonctions. On l'a évoqué, mais il y a 5 fiches périmètres de fonctions donc à la fin du guide. Par exemple, une fiche destinée au profil ingénieur et on lui indique quelles sont les parties clés à lire au regard de son métier. Donc, j'insiste aussi sur le fait que ce guide s'adresse donc à toutes les entreprises, à la fois celles qui sont en contact direct, mais aussi indirect avec les communautés. Mais il est vrai qu'on a dû différencier celles qui sont plutôt sur des projets opérationnels, vraiment en mode terrain et proche des communautés, et celles qui sont plus éloignées de la logique opérationnelle et donc plus éloignées des communautés. Et donc, on a fait aussi, on a indiqué, on a aiguillé quelle partie lire pour chaque type d'entreprise. Et donc, bien sûr, on s'est concentré sur celles qui sont sur la partie opérationnelle. Donc, on a beaucoup parlé de la méthodologie et du pourquoi. Maintenant, on va plutôt parler du comment. Finalement, comment est-ce qu'on fait un engagement constructif? Donc, très rapidement, on va venir balayer les différentes étapes de comment engager un engagement constructif avec les communautés. Et donc, pour commencer, Céline, est-ce que tu peux rapidement nous dire la pédagogie que tu as développée? Merci Eline. Encore une fois, la logique, c'est d'accompagner. Parce que le guide est dense, mais il est dense dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup à dire. Donc il fallait rassurer. Et sur un sujet aussi complexe, pour rassurer, il faut une approche progressive, par étapes. Parce qu'il y a différents niveaux de maturité sur le sujet. On est accompagné aujourd'hui d'entreprises sur cette table ronde assez matures sur le sujet, mais tous ne sont pas au même niveau. Et ce guide, il s'adresse à toutes les entreprises, quel que soit le point de départ. Donc, une approche pédagogique, progressive, et puis finalement un double coup. D'abord, un coup de projecteur, parce que c'est un sujet encore trop peu appréhendé. Donc, on a voulu clarifier les concepts. De quoi parle-t-on, communauté affectée ? Peuple autochtone, peuple tribaux, quels critères d'identification? Qui sont-elles? Quels droits? Vous trouverez des focus, comme l'a dit Eline, des clarifications de concepts. Et puis le deuxième coup, c'est ce coup de pied dans la fourmilière, mais encore une fois, lentement, progressivement. Il faut un sursaut collectif, mais on rassure à travers ces étapes. La première étape, c'est qui engager? Identifier les communautés affectées, Clara va en parler. Ça peut paraître anodin, cette cartographie des risques, mais si elle est mal faite, eh bien, c'est une série d'erreurs par la suite. Et c'est parfois irrécupérable dans la relation. Et ensuite, on fonctionne par étapes. Il y a un point que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. C'est la gouvernance de l'engagement communautaire, parce qu'on n'y pense pas. Qui engage au nom de l'entreprise sur le terrain? Quel relais entre le terrain et le siège?
pas seulement pour faire le reporting, pour déceler ces signaux faibles qui vont éviter les tensions, les conflits. L'étape 3, c'est planifier l'engagement. Frédéric va en parler. L'étape 4, c'est engager de manière appropriée. Il y a beaucoup à dire. L'étape 5, mettre en place des mécanismes de réclamation. L'étape 6, mettre en place des mécanismes de réparation jusqu'à rendre compte, c'est la dernière étape. Et puis, on se penche sur des défis opérationnels importants en pratique, aux conséquences parfois terribles. C'est comment utiliser sa capacité d'influence quand le client, quand le fournisseur, quand l'État est défaillant sur le sujet de la relation entreprise-communauté affectée, et qu'elle partage des bénéfices entre l'entreprise et les communautés affectées. Et donc, rapidement, on va les balayer, mais bien sûr, on vous laissera découvrir plus en détail ces étapes. Mais peut-être est-ce que Clara, au regard de l'expertise de CCFD Terre Solidaire, tu peux nous dire l'importance de la première étape de l'identification des communautés affectées? Oui, vaste sujet, je crois que j'ai 2 minutes, non? Du coup, redire ce que tu as dit, Céline, c'est il faut vraiment partir de la réalité du risque quand vous identifiez les communautés affectées et pas être dans une tactique qui serait ça va mieux se passer avec telle personne, ça va mieux se passer avec tel leader, parce que par derrière, en fait, il y aura un décalage entre la personne avec qui vous vous êtes engagé et le risque qui va se produire ou pas sur la chaîne de valeur. Du coup, de partir de la réalité du risque et donc de l'exercice de la cartographie des risques, je pense que c'est indissociable de l'engagement avec les communautés. Et puis après, voilà, moi, la particularité de ce guide que je trouve extrêmement bénéfique, c'est qu'il y a aussi une particularité par rapport à la question des peuples autochtones. Et ça, c'est extrêmement important à bien garder en tête. On ne s'engage pas de la même façon avec un peuple autochtone qu'avec une communauté locale. Déjà parce que, pour le coup, il y a des obligations légales qui ont à voir avec les droits collectifs qui ont été reconnus notamment par les Nations Unies ou par l'Organisation internationale du travail. Et là, ça va vraiment changer la façon aussi de s'engager avec le groupe, avec le peuple autochtone, puisqu'il faut être dans une démarche qui correspond donc à ce fameux CLIP, le consentement libre, informé et préalable. Et c'est là où le guide est très intéressant, c'est qu'il y a toute une partie qui vient sous forme de questions-réponses, les questions les plus entendues, je pense, enfin en tout cas que moi j'ai déjà entendu souvent dans des rendez-vous avec des entreprises, par rapport à comment on s'engage avec un peuple autochtone, comment on respecte ce consentement libre, informé et préalable. Et vraiment, je vous invite à lire cette partie parce qu'elle est vraiment hyper claire, hyper bénéfique. Et dans la réalité, parce qu'on parlait aussi de la question des terres rares, et je pense que pour les entreprises qui travaillent dans le secteur extractif, bien souvent, on est sur des territoires où vivent de manière ancestrale des peuples autochtones, et du coup, ça va être une question et un enjeu primordial, je pense, pour les entreprises. Et c'est aussi, en tout cas, nous, ce qu'on constate en tant que société civile, et on peut le voir dans les contentieux qui sont en cours, c'est une grosse incompréhension. C'est question de droits collectifs, de droits pour les peuples autochtones. Et donc, je pense que ce focus-là dans le guide était nécessaire. Et voilà. Merci beaucoup Clara. C'est vrai que c'est important de le repréciser. On parle de communautés affectées et pas que de communautés locales, puisque les communautés locales sont une catégorie des communautés affectées, tout comme les peuples autochtones. Mais quand on parle de communautés affectées, c'est vraiment toutes les hommes, les femmes qui vivent sur des territoires qui sont affectés par les opérations de l'entreprise, mais aussi ses produits, ses services et surtout toute la chaîne de valeur. Donc merci pour ce rappel. Est-ce que peut-être on va passer maintenant à l'étape 2 et est-ce que William, tu pourrais nous en dire plus sur ce qu'on appelle le cadre de gouvernance de l'engagement communautaire? Alors, de manière opérationnelle, chez nous, je vous dirais que, avoir un cadre au niveau groupe qui fixe ce qu'on veut faire avec les parties prenantes et les communautés affectées, c'est bien, mais le mettre en œuvre, c'est mieux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'engagement, de volonté réelle déjà du top management pour impulser, c'est effectivement très compliqué. Après, il faut que l'ensemble des actions, elles soient adaptées au terrain sur lequel on est. La situation pour nous au Chili n'est pas la même qu'au Mexique, c'est pas la même chose qu'au Royaume-Uni, qu'en France, en Belgique ou en Inde. Et si on veut vraiment prendre en compte les enjeux spécifiques aux communautés, c'est quand même beaucoup plus facile quand on a des équipes locales. Donc nous, dans notre organisation, pour chaque pays, on a un country manager, qui est souvent originaire de la région, et on a des correspondants locaux, un correspondant RSE et un correspondant éthique. Donc en fait, les actions sont menées, imaginées et contrôlées, évaluées du point de vue au niveau local.
Il faut tenir compte de la géographie. Si vous connaissez le Chili, vous voyez, c'est quand même assez long, hein. Il y a plus de 4000 km du nord au sud. Et n'avoir que des équipes basées à Santiago, ça n'a pas de sens. Donc on a des équipes qui sont chargées du dialogue avec les communautés locales, qui sont installées dans le sud du pays et dans le nord du pays. On a la même chose au Mexique, où on a un projet de gazoduc dans le Yucatan, où des équipes ont été transférées pour le dialogue avec les communautés de Mexico City à Mérida, donc dans l'Est. Et du coup, ça permet, ce que disait Clara, d'avoir le contact avec les communautés. Si certains disent on n'a jamais eu personne, nous, dans l'exemple du Mexique, il y a 38 communautés locales, enfin autochtones qui sont concernées. Il y a eu plus de 200 réunions. Ils ont eu 15 000 personnes qui y ont participé. Bon, il y a eu un vote unanime de toutes les communautés pour le projet, tant mieux. Mais c'est comme ça qu'on y arrive. Et après, dans la gouvernance, il faut évidemment pas oublier, j'allais dire, le suivi. Et donc c'est pour ça que, au-delà des politiques que nous on a, on demande à tous nos sites, nos activités, de mettre en place ce qu'on appelle un plan sociétal, un plan d'action ou un plan d'engagement avec les parties prenantes, où justement ça nous permet de lister toutes les actions qui sont mises en œuvre à la fois pour répondre aux risques qui ont été identifiés, mais aussi pour générer des impacts positifs. Merci beaucoup, William. Si on passe désormais à l'étape 3, planifier l'engagement. Est-ce que peut-être, Frédéric, tu peux nous préciser de quoi on parle quand on parle donc de plan d'engagement qui est participatif, inclusif et adapté aux communautés affectées? Merci. Oui, alors c'est vrai qu'au sein de mon équipe, on met en place des plans d'engagement avec les parties prenantes sur beaucoup de pays. Et je voudrais traduire par 3 exemples justement ce caractère participatif, inclusif et adapté. Donc sur un premier projet pour des réhabilitations de routes à Abidjan, en discutant avec les municipalités concernées, ils nous ont dit mais est-ce que vous êtes passé la nuit sur vos tracés? Et donc, on s'est exécuté et on s'est rendu compte qu'il y avait toute une économie qui s'installait à la fin de la circulation, des restaurations notamment pour les populations locales qui s'installaient sur les places de parking. Et du coup, ça nous a fait comprendre que voilà, l'importance du caractère participatif pour intégrer ces acteurs économiques dans le projet. Et d'ailleurs, le design, on a pu s'assurer qu'il y avait des espaces qui étaient réservés pour ces personnes le soir venu pour qu'elles puissent continuer leurs activités économiques. Sur le côté inclusif, je voudrais citer un autre exemple donc sur l'électrification, projet d'électrification de Dakar au Sénégal. Là, c'était le client qui nous a dit vous devriez faire appel aux Badienougor. Donc, ce sont les marraines de quartier qui sont actives sur tout Dakar, qui sont reconnues pour leur rôle sur la politique contraceptive, etc. Et qui sont en lien avec justement des personnes qui peuvent être vulnérables, considérées comme vulnérables au vu du projet qu'on avait à mener. Et effectivement, on s'est rendu compte que grâce à ces personnes-là, on a pu intégrer ce type de population vulnérable au vu des équipes de travaux qui allaient venir par la suite avec des interactions qui peuvent se passer entre des personnes qui sont travailleurs et qui sont en interaction avec des jeunes filles ou avec des femmes qui travaillent localement. Et sur le troisième aspect, donc par rapport à l'adaptation, encore une fois, je vais citer l'exemple de Dakar. Donc le projet devait mener des campagnes d'investigation dans la baie de Han à Dakar par rapport à la mise en place d'un câble sous-marin. Et on s'est complètement adapté en fait au calendrier des pêcheurs, voilà, pour adapter et ne pas perturber leurs activités économiques. Merci Frédéric. Effectivement, sur ce sujet du calendrier, on a fait notamment un focus dans le guide sur la notion du temps, puisque la perception du temps n'est pas forcément la même pour nous et pour les communautés. Et donc, il est important effectivement de discuter avec elles sur finalement, quand on parle de plan d'engagement, c'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble et sur quel temps on se fixe les réunions. On va passer maintenant à l'étape 4, engager de manière appropriée. Et là, je vais demander à William de nous en dire plus sur cette partie et notamment alors, quand on parle d'engager de manière appropriée, de surtout nous parler des phases d'un projet. Alors oui, tout dépend déjà de la géographie, parce que je dirais l'engagement de manière appropriée, c'est de le faire aussi quand on n'y est pas obligé par la loi. Vous avez des pays où le dialogue avec les communautés autochtones est obligatoire, aux communautés locales, c'est le cas du Mexique, il y a une loi. Par contre, au Royaume-Uni, où on a un projet d'unité de méthanisation, il n'y a pas d'obligation légale de le faire. Et donc, mais les équipes le font. Alors, elles le font parce qu'il y a une politique groupe, mais elles le font aussi parce qu'elles ont envie de le faire, qu'elles considèrent que c'est essentiel. Après, on peut le faire aussi de manière innovante.
En France, on a eu un cas, d'un projet éolien en Loire-Atlantique, à Blain, où il y a une association de riverains qui s'est créée, qui s'appelle les Citoyens du ZEF. Voilà. Mais ils sont partie prenante au projet, c'est-à-dire qu'ils investissent même dans le projet. La gouvernance est partagée entre notre filiale Engie Green, l'ASEM locale, donc qui dépend des pouvoirs publics, et cette association. Donc ils ont véritablement partie prenante, ils investissent, donc ça leur permet de co-construire le projet. Mais après, le dialogue avec les communautés, c'est un peu au long cours. Si on le fait uniquement au projet, puis après, au revoir, ça y est, on vous a vu, on vous voit dans 10 ans, c'est pas suffisant. Pour nous, il faut le faire sur l'ensemble du projet, j'allais dire sur tout le cycle de vie. C'est-à-dire au niveau du projet, au niveau de l'exploitation, de l'actif. Par exemple, le Chili, ils organisent des visites de leur site. Et puis aussi, lorsqu'on arrête l'actif, quand on le démantèle. Parce qu'on imagine bien que un démantèlement d'un actif, quand vous fermez, comme le cas du Chili, quand on ferme les centrales au charbon, puisque le groupe a la volonté de sortir complètement du charbon, il y a des impacts pour les communautés locales. Et donc, il faut regarder non seulement les nouveaux projets qui ont été en place, mais comment vous pouvez y associer, alors déjà vos salariés, parce qu'il ne faut pas les oublier, mais aussi tous vos fournisseurs, les communautés locales qui vivent autour de ces actifs. Et donc, il y a des tas de plans d'action qui ont été mis en place, des actions de développement économique local, des formations ou autres. Donc, il faut toujours avoir cette vision sur l'ensemble, j'allais dire, du cycle de vie de votre actif et faire travailler les communautés locales. Alors, ils l'ont fait au Mexique très récemment, en ayant vraiment autour du projet de Mayacan une action assez spéciale sur le développement de fournisseurs locaux, c'est-à-dire pour faire en sorte que ce ne soit pas que des sociétés qui viennent du reste du pays ou de Mexico City qui aient les marchés. Et on forme ces fournisseurs locaux, alors à des sujets qui nous sont chers, à l'éthique, à la diversité ou autres, on les forme aussi à la comptabilité. Et alors nous, ça nous semblait finalement assez normal de le faire, mais apparemment c'était le mot original qu'ils ont obtenu récemment un label de l'ONU, comme quoi tout est possible sur le projet. Voilà. Donc il faut regarder sur l'ensemble et non pas faire du one shot, quoi. Merci beaucoup. Et effectivement, on parle beaucoup des lois nationales, mais c'est vrai que nous, dans ce guide, on a vraiment pris le parti pris de se baser vraiment sur les standards internationaux. Et donc là, honnêtement, CSRD ou pas, CS3D ou pas, finalement, c'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les communautés affectées. Et l'un des outils que vous avez à disposition qui existent, ce sont bien sûr les standards internationaux. Et quand on parle des standards internationaux, on parle surtout donc des principes directeurs à l'intention des entreprises, donc des Nations Unies, également les principes directeurs de l'OCDE. Maintenant, Céline, est-ce que tu peux rapidement nous dire les éléments clés qu'on a pu entendre sur les premières étapes? Merci Eline. Vous comprendrez que l'objectif de cette table ronde, c'est de vous donner envie de lire le guide. Il est dense, on ne peut pas vous détailler ici toutes les étapes. Donc, je vais, moi, m'atteler à rebondir sur certaines d'entre elles au vu de ce qui a déjà été dit. D'abord, une clarification sur les concepts. Et pourquoi c'est important? Parce que avec les entreprises, on a beaucoup travaillé sur la terminologie. Mais c'est pas seulement par amour des bons mots. C'est parce que derrière les bons mots, il y a les bonnes attitudes sur le terrain. On a un très bon exemple avec William. Tu as commencé par dire communauté locale, communauté autochtone au Mexique. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on n'engage pas pareil avec un peuple autochtone ou un peuple tribal. Donc encore une fois, derrière les bons mots, il y a les bonnes attitudes sur le terrain. Sur l'étape 1 dont parlait Clara, il y a ensuite une question fondamentale à se poser dans cette étape 1, une fois qu'on identifie les communautés affectées par la cartographie des communautés. C'est de se poser la question du qui, au sein de ces communautés affectées, peut porter leur voix de manière légitime. C'est la question des représentants légitimes. Et c'est une question compliquée, parce que les communautés, elles ne forment pas une entité homogène. Il existe des sous-groupes aux intérêts distincts, voire même divergents, suivant les contextes, des conflits interethniques, intracommunautaires. Et donc, l'idée, encore une fois, ce n'est pas d'apporter une solution unique, c'est d'apporter des pistes concrètes aux entreprises. La boussole, c'est la perspective de la communauté. Mais au-delà des leaders traditionnels, désignés par la coutume ou élus officiellement, il existe des figures communautaires respectées. Et vous trouverez dans le guide un focus qui a été développé directement par les communautés, les peuples autochtones et les experts, qui eux-mêmes ont identifié qui, au sein de la communauté, au-delà des leaders, peut représenter leur voix dans une approche plurielle de l'engagement. Le résultat pour l'entreprise, c'est quoi?
c'est qu'au-delà du contact direct avec le leader, on peut faire un échantillonnage des figures communautaires respectées pour obtenir finalement les voix de la communauté. Et c'est ça l'engagement constructif. Sur l'étape 4, engager de manière appropriée, merci William d'avoir insisté sur un engagement approprié, c'est adapté au moment. On n'engage pas pareil au moment de la phase d'exploration que de la phase d'exploitation d'un projet, parce que les impacts sont différents, les atteintes sont différentes, et du coup les attentes des communautés sont différentes. Mais l'engagement de manière appropriée, c'est aussi savoir adapter l'engagement au contexte, aux personnes et aux groupes. Au contexte d'abord, parce qu'il y a des contextes très sensibles. Encore une fois, des zones de conflit, des zones à haut risque, où l'entreprise, il est parfois impossible d'engager, malvenu d'engager directement, parce qu'on met en danger l'autre. Et c'est dans ce cas-là, tu parlais d'alliance, Clara, où il faut savoir identifier et user de ces relais locaux de confiance pour capturer la perspective des communautés sans les mettre en danger. Adapter ensuite aux personnes et aux groupes concernés, les personnes, ce sont effectivement parfois ces groupes vulnérables au sein des communautés, y compris des communautés autochtones, qu'il faut savoir identifier. Et ça dépasse les femmes, les enfants, les personnes âgées. Il n'y a pas de liste exhaustif. Ça peut être, par exemple, les collecteurs informels, les migrants, ceux qui occupent informellement les terres. Et on a dans ce guide un tableau pratique pour aider les entreprises à identifier ces groupes vulnérables, clarifier les facteurs de vulnérabilité, mais aussi identifier leurs relais pour assurer leur participation. Et enfin, sur les peuples autochtones, tu l'as très bien expliqué, Clara, encore une fois, on n'engage pas de la même façon. Mais encore, faut-il comprendre ce qu'on entend par droit collectif. Qu'est-ce que, par nature, une prise de décision collective au sein d'un peuple autochtone? Et se pose la question fondamentale du consentement préalable, libre et éclairé. Et là, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que je vois des entreprises qui veulent bien faire. Mais il y a une incompréhension, il y a un manque de ressources. Et donc, on a voulu, à travers ce Q&A, c'est ce jeu de questions-réponses, apporter des réponses en lien avec les standards internationaux, mais pas seulement, avec la perspective directement des peuples autochtones, des entreprises, de la société civile et des experts. C'est co-construit ce Q&A. Je vous invite à le lire, parce qu'on s'est posé la question du rôle pour l'entreprise. Dans un processus de consultation qui est normalement mené par l'État. Quel rôle quand cet État est défaillant pour l'entreprise? Donc, autant de questions qui se posent. Encore une fois, je ne peux pas balayer toutes les étapes, mais je vous invite également à aller voir cette étape 5 qu'on a voulu très pratique avec un tableau sur les critères d'efficacité des mécanismes de réclamation. Parce que trop souvent, sur le terrain, on observe des mécanismes de réclamation qui sont la duplication des mécanismes de réclamation au sein de l'entreprise pour les travailleurs. Ça ne fonctionne pas toujours, notamment dans les contextes avec une accessibilité du réseau ou des manques de connexion, mais pas seulement. Prenez la culture orale. Tu parlais du contexte parfois en Afrique, Clara, et dans la salle, il y a beaucoup d'experts. Dans la culture orale de certaines chefferies en Afrique, une boîte à plaintes crée la défiance. Il faut trouver d'autres mécanismes. On les trouve en concertant directement les communautés sur quel mécanisme peut fonctionner. Et je vois beaucoup de bonnes pratiques sur le terrain. Toutes ont un point commun. Elles ont été dessinées en collaboration avec les communautés pour qu'elles fonctionnent. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Céline. Et effectivement, donc les dernières étapes, mettre en place des mécanismes de réparation et communiquer sur le respect des droits des communautés. On vous laissera plus les découvrir en détail. On a rapidement balayé les grandes étapes. Il y a également d'autres défis et d'autres sujets qu'on a mis en avant. Il y en a deux derniers sur lesquels je souhaiterais revenir. La première, c'est sur ce qu'on appelle le partage de bénéfices. De quoi parle-t-on quand on parle de partage de bénéfices? Et pour ça, je vais demander à Clara de nous en dire quelques mots. Oui, alors sur le partage des bénéfices, il y a cette question déjà des bénéfices économiques. Et pareil, en fait, selon le contexte, selon le pays dans lequel les activités ont lieu, selon le secteur, et notamment, ça peut être le cas dans le secteur extractif, légalement, il va y avoir des choses qui vont être indiquées pour le partage du bénéfice par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc ça,
il faut y être attentif. Mais je pense qu'il faut aller aussi au-delà, parce que généralement, ce que prévoient les lois nationales, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires assez bas et qui ne correspond pas aux impacts subis par les communautés affectées. Tu en parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un modèle qui va vraiment se développer et qui est extrêmement intéressant et souhaitable. C'est la question de la gouvernance partagée aussi de certains projets qui peut du coup amener à un partage des bénéfices économiques et qui va vraiment, enfin, je le souhaite, se développer notamment sur les questions de transition énergétique. Et puis, il y a aussi d'autres types de bénéfices qui ne sont pas économiques, mais ce que peut apporter une entreprise. Parce que là, finalement, on a beaucoup parlé des impacts négatifs que peut faire peser l'entreprise sur les communautés, mais il y a aussi des impacts positifs. Et je vois de certaines volontés de certaines entreprises de vraiment faire bien. Après, l'enfer est pavé de bonne volonté ou de bonnes intentions. Je ne sais plus exactement la phrase. Bonnes intentions. Je suis moins forte que Dominique pour les citations. Et du coup, parfois, en pensant faire bien, on crée plus de problèmes qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'en fait, que toute la logique qu'on vient de très rapidement parler ce matin, de toujours associer, de toujours consulter, de ne pas se limiter à un engagement avec un leader, mais bien avec plusieurs groupes, notamment les groupes vulnérables, il faut se l'appliquer également pour la question de ce que peut apporter l'entreprise en termes de bénéfices, parce que c'est que comme ça qu'on aura vraiment des projets sociaux ou environnementaux qui vont répondre aux besoins des populations. Parce que, encore une fois, parfois, il y a des exemples presque caricaturales de si, on a construit une école. Oui, mais est-ce que vous êtes assuré que l'enseignement qui va être donné dans cette école est dans la langue autochtone? Non. Ah, vous allez créer plus de problèmes qu'autre chose parce que la volonté de parler la langue du peuple, enfin, vous allez diviser en fait en. Voilà, donc c'est des exemples un peu. Il y en a plein et on n'a pas le temps de tous les développer, mais pour conclure, je dirais vraiment d'appliquer toute cette logique, d'être sur un engagement significatif et continu, également sur la partie des bénéfices. Merci Clara. On a effectivement donc voilà fait un focus sur ce sujet-là, partage de bénéfices. On parle aussi de la notion de partage de prospérité. Et puis on a aussi fait un focus sur une autre thématique qui est ce qu'on appelle la capacité d'influence. Et je pense que ça va parler à beaucoup d'entreprises. Donc c'est le leverage en anglais. Et donc pour ce sujet-là, je vais demander à Frédéric de nous en dire quelques mots. Merci. Donc sur la capacité d'influence, effectivement, c'est un sujet complexe, délicat. Une entreprise peut se mettre aussi un petit peu en difficulté. Voilà, ça dépend de son niveau d'intervention. Juste, c'est vrai que sur des projets sur lesquels il y a des banques internationales qui interviennent, il y a des procédures internationales qui sont appliquées, le travail est largement facilité. Et dans ce genre de cas, voilà, l'influence qu'on peut avoir sur les projets c'est un chemin qui se déroule beaucoup plus facilement au-devant de nous. Sur des projets qui sont sur des financements nationaux, avec des procédures aussi qui suivent le côté national, c'est beaucoup plus complexe. Il faut savoir marcher sur des œufs. Donc, je dirais l'exemple d'un projet qu'on a aussi au Moyen-Orient où sur les droits humains, ce sont des sujets délicats. Donc, on avance avec des sensibilisations qu'on propose aux équipes de projet. Et puis, ça me rappelle aussi quand j'ai participé à l'accélérateur pour le plan d'action. Il y avait une entreprise qui disait mais en Chine, vous voulez qu'on parle droits humains, mais on va se le faire mettre à la porte. Voilà, donc ce sont des sujets qui sont très délicats pour lesquels on doit travailler à chaque fois en bonne intelligence en fonction des clients, de la maturité du projet. Merci beaucoup. Donc là, on a vu effectivement un peu l'étendue de ce qu'on proposait dans le guide. Avant de conclure, j'aimerais aussi rappeler qu'on a beaucoup parlé d'international, mais on parle aussi de certaines actions en France. Les communautés affectées, effectivement, c'est pas que à l'international, c'est aussi en France. Et donc, vous pourrez, bien qu'il y ait certains exemples qui fassent référence à l'international, c'est tout à fait duplicable aussi en France et on peut adapter les outils. Et notamment des outils que vous retrouverez dans le guide, c'est ce tableau qui représente les degrés d'engagement pour déterminer effectivement les différents moyens de consulter finalement une communauté. Donc là, ça pourra servir vraiment pour tout type de territoire.
Et donc, pour finir et pour conclure, j'aimerais demander rapidement, avant de passer au temps de questions-réponses à chaque participant, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce guide? Et je vais m'inclure moi-même, puisque quand j'ai lu le guide, il y a une citation qui m'a beaucoup marquée. C'est un leader autochtone qui dit: «Avec toutes ces réunions imposées, quand ai-je le temps d'être autochtone?» Et il faisait référence au fait qu'il travaillait avec 5 entreprises différentes qui avaient, justement des temps, de réunion différents et donc en fait, avec toutes les réunions qui s'enchaînaient, il n'avait même plus le temps, de pratiquer ses propres opérations et son propre emploi du temps. Peut-être je peux demander à William ce qui t'a, le plus marqué dans le guide? Bon, alors, la première chose qui m'a marqué, c'est que Céline est allée au Chili et pas moi. Euh, Trêve de plaisanterie. Non, alors il y a beaucoup de choses dedans, mais j'ai vu qu'il est écrit, par exemple, qu'il faut gérer les risques et les opportunités. Je veux dire que finalement, le premier changement de paradigme, c'est dire qu'on gère les risques et qu'on génère des opportunités. Arrêter de voir les communautés affectées, locales, autochtones, uniquement sous l'angle du risque, du devoir de vigilance, et peut-être réussir à en faire des supporters de votre projet. Alors, certains vont peut-être me dire c'est utopiste. Non, pas toujours. On peut y arriver, parce que je crois qu'au final, il ne faut pas oublier, j'allais reprendre une devise du CJT qui dit l'entreprise est au service de l'homme et non l'inverse. Merci. Clara? Moi, c'est tout l'esprit qui anime le guide, d'insister à plusieurs reprises qu'il n'y a pas une communauté affectée, il n'y a pas une définition, mais on est bien sur des communautés affectées et l'engagement, du coup, on n'est pas sur un engagement, mais sur des engagements, pour correspondre à la réalité de terrain. Et je sais que c'est ce qui anime finalement ce panel, c'est le terrain, rien que le terrain, et c'est que sur le terrain qu'on se rend compte de plein de choses. Et j'encourage aussi, du coup, toutes celles ici à pouvoir se rendre sur le terrain. Il n'y a que comme ça, finalement, qu'on se rend compte de plein de choses. Merci Clara. Frédéric? Merci. Donc, moi, j'ai été touché par une équipe passionnée qui a travaillé sur ce guide. Ça m'a, voilà, ça m'a beaucoup, ça m'a donné envie d'y contribuer, de donner le meilleur de moi-même. Et voilà, donc j'ai fait partie de cette belle aventure humaine au bénéfice d'autres humains. C'est ce qui m'a marqué. Et enfin, pour finir, Céline, que je souhaite à nouveau vraiment remercier chaleureusement parce que tu as fait un travail incroyable. Merci Eline. Pour conclure, il y a cette citation qui Dominique disait parfois qu'il a du mal à dormir en pensant. Moi, j'ai beaucoup de mal parfois à dormir en pensant à tout ce que j'ai pu entendre et voir. Il y a une citation, je vais le dire en espagnol et puis ensuite en français. ¿Por qué no me vienen a saludar si están en mi casa? Pourquoi ne viennent-ils pas me saluer s'ils sont chez moi? Et cette question simple, elle est pourtant très puissante parce qu'elle dit tout. Elle dit la rupture dans la relation humaine, l'absence de reconnaissance, les gestes simples, dire bonjour, se présenter, reconnaître qu'on est sur le territoire de l'autre. Et elle rappelle surtout que le respect, qui est au cœur de ce guide, commence par des gestes simples. Et finalement, c'est ça, je crois, l'essentiel à retenir, c'est que ce guide, il veut remettre le respect au cœur de la relation et l'être humain au cœur de cette relation entreprise-communauté affectée. À mon tour, moi, j'en profite pour dire un grand merci à tous les contributeurs de ce guide parce que ce guide, c'est le vôtre. Et puis, un grand merci au Pacte mondial de m'avoir fait confiance et d'avoir donné vie à ce projet. Merci beaucoup à tout le panel. On espère vous avoir donné envie. Alors, avant de passer à un temps networking plus haut, on va passer à un temps de questions-réponses. Je vous invite à lever la main dans la salle si vous avez des questions à poser directement à notre panel et également pour les personnes qui sont en visio. Vous avez un onglet questions-réponses qui pourra auquel j'ai accès. Donc, je vais commencer, tiens d'ailleurs, par les personnes qui sont à distance. Il y a une première question et ça laisse aux personnes en présentiel le temps d'y réfléchir. C'est comment une PME du secteur tertiaire qui agit uniquement en France pourrait agir sur ce sujet? Tu me regardes, donc j'y réponds. Tu l'as dit, ce guide s'adresse à toutes les entreprises. Et en fait, on a dissocié deux types d'entreprises. Celles qui ont un modèle commercial basé sur en fait des effets transactionnels, donc qui sont plus éloignés du terrain. Et je remercie ceux qui ont contribué sur ce sujet.
Parce que communauté affectée, c'est tout au long de la chaîne de valeur dans ces deux extrémités. Aussi bien au niveau de l'extraction, de l'exploitation des ressources naturelles jusqu'aux phases de recyclage, de gestion de stockage d'abord et de gestion du déchet. Donc une PME, elle va être concernée en France, et parce qu'on a beaucoup parlé d'international, mais en France aussi, parce qu'elle va être dans la chaîne de valeur de grands groupes. Et donc, il y a cette notion de collaboration avec le grand groupe sur lequel, effectivement, il y a ce partenariat sur le sujet. Pas seulement de remontée d'informations, mais j'insiste sur la collaboration sur le sujet. Parce qu'il y a un rôle pour les multinationales plus matures d'aller sensibiliser ses partenaires sur ce sujet. Et là, on entre en partenariat, en collaboration. Et puis, cette PME, eh bien, elle a aussi des communautés autour des sites, certainement. Et dans sa chaîne de valeur, qui est plus petite, mais elle en a une. Donc, l'idée, c'est de mieux appréhender, comprendre le sujet. Déjà, c'est la première chose. Et puis ensuite, de faire ce partenariat, cette collaboration avec son partenaire commercial pour mieux comprendre et prendre des actions communes. Merci Céline. N'hésitez pas pour les personnes en ligne, on va prendre maintenant quelques questions dans la salle. Je vous laisse lever la main pour que je puisse faire passer le micro. Monsieur le député. Je dois filer, mais je me permets, c'est pas correct, mais de reprendre la parole, mais trois choses. D'abord, bravo, c'est un travail assez extraordinaire, et ça me permet de faire une petite critique après avoir dit ça. C'est peut-être la question de la protection des défenseurs des droits. Ces centaines de personnes assassinées chaque année n'est peut-être pas assez mise en valeur. Je le dis parce que c'est un caractère tragique, peut-être plus que des accidents du travail, le travail des enfants, etc. Mais enfin, Clara le sait, enfin, c'est un sujet qui est quasiment orphelin dans le débat public. Peut-être que ce guide aurait pu, enfin, ou devrait plus tard dans son développement, je me permets de dire ça. Et puis, pour vous mobiliser, contrairement à tout ce qui s'exprime de si beau aujourd'hui, là, et encore ce soir à l'Assemblée, entre le 1er et le 3 avril, le report de plusieurs années pour être acté en procédure accélérée par l'Union européenne du pacte vert. Donc c'est d'autant plus important la force que vous mettez aujourd'hui pour essayer de contrer cette sinistre perspective. Merci. Merci, monsieur le député. Simplement sur les défenseurs des droits, vous avez tout à fait raison. Ils sont identifiés et reconnus au niveau international comme un groupe vulnérable. Et donc, on a pris ce parti, dans cette partie du guide qui concerne les groupes vulnérables, de les identifier, de donner les facteurs de vulnérabilité et de risque accru pour ces défenseurs des droits humains ou environnement, les deux même parfois, ou simplement parce qu'ils défendent la cause autochtone. Donc, on les a identifiés dans la partie groupe vulnérable, mais je crois qu'effectivement, ça appelle, au vu du contexte et dans la direction que va le monde, peut-être un plus grand focus. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a des questions en ligne, mais si jamais... Oui, dans le fond. Merci. Une question très pratico-pratique. Est-ce que vous comptez faire traduire ce guide en anglais ou pas? Je vais pouvoir y répondre. Normalement, oui. Il est prévu que ce guide soit traduit en anglais et vous le savez, nous sommes le réseau français, mais il y a également 61 autres réseaux nationaux à travers le monde. Et donc, l'objectif, bien sûr, à travers le Global Compact, c'est qu'on puisse le diffuser à travers tous les réseaux et donc tous les pays. Donc oui, on l'espère pouvoir le traduire. Il y avait également une question en ligne sur est-ce que le guide précise le nombre d'entreprises qui ont collaboré, ainsi que quelques pistes de compilation de bonnes pratiques. Donc oui, il y a énormément de retours de bonnes pratiques. Ce sont tous les encadrés bleus dans le guide. Et sur le nombre d'entreprises, alors on ne peut pas vous dire exactement, mais approximativement, il y avait donc 40 entreprises à peu près dans le groupe de travail de départ sur les communautés affectées. Et ensuite, on en a interviewé une dizaine, mais plusieurs fonctions parfois dans les entreprises. Donc voilà, en tout, on va dire bien entre 40 et 50 entreprises au total qui ont contribué. Oui. Bonjour. Est-ce que vous avez l'idée peut-être de continuer ce travail parmi les entreprises? Parce qu'évidemment, c'est tout nouveau en fait pour plusieurs des entreprises. Et de continuer notamment par étapes ou peut-être certains challenges
honnêtement, de mettre en place au niveau mondial ce type d'approche. Je trouve que c'est assez c'est compliqué. Donc, c'est juste une question. Ce sera pour moi personnellement aussi professionnellement, ce sera très intéressant de pouvoir échanger avec des gens qui sont vraiment en train d'essayer de bouger des choses dans une manière réalistique, pratique et en même temps ambitieuse. Voilà. Eh ben déjà, la première étape, c'est que je vous donne rendez-vous à 10h50 pour le groupe de travail droits humains où, voilà, entre entreprises, vous pourrez échanger, donc qui s'enchaîne hein, juste après cette table ronde qui est effectivement réservée aux entreprises membres dont vous faites partie. Et donc aujourd'hui, on va parler du guide, mais dans le groupe de travail droits humains, on pourra se réunir à d'autres moments pour reparler de ce sujet-là. Donc je pense, et c'est quasiment sûr que l'année prochaine, il y aura une nouvelle réunion sur ce sujet-là pour se dire, ben voilà, finalement, quelques mois après la sortie du guide, qu'est-ce que vous avez pu tester? Est-ce que vous avez des nouvelles pratiques à partager? Et ensuite, au niveau monde, on parle beaucoup de ce qu'on appelle l'engagement partie prenante, notamment avec les autres réseaux européens. On se rassemble une fois l'année avec les autres réseaux européens et d'autres entreprises. Et cette année, je sais d'ores et déjà pour le futur rendez-vous qu'il y aura une session sur l'engagement partie prenante. Donc, on pourra amener aussi ces sujets-là. Mais c'est bien de sentir que voilà, vous avez de l'intérêt, que vous souhaitez continuer. Nous, ça nous aide aussi à construire les projets à venir. Poser une question un peu bête. Bon, je ne vais pas vous demander comment vous allez faire lire ce guide par Monsieur Trump. Il va peut-être avoir des difficultés, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ici, d'abord un grand merci pour la qualité de ce guide qui est absolument exceptionnel et très utile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les entreprises qui ont envie de le lire qui sont ici. C'est les conseils qui ont envie de savoir plus qui vont le lire. Et malheureusement, on est dans un climat aujourd'hui où il y a de plus en plus d'hésitation sur ces sujets-là. Comment faire? La question est idiote, mais comment faire pour que les gens qui n'ont pas envie de le lire ou plus envie de le faire puissent y avoir accès? On parle de valeurs universelles. Il faut que ce guide soit extrêmement lu. Comment faire? Est-ce que le pacte mondial va prendre une responsabilité dans ce sens pour veiller d'une façon ou d'une autre à ce que ce guide soit connu, soit lu et soit sensibilisé? Merci pour cette question qui fait le lien avec une question aussi en digital. Comment en faire un outil vraiment opérationnel et en d'autres termes, comment le rendre accessible à tout le monde? Donc nous, notre volonté, vous l'avez vu, c'est vraiment qu'il s'adresse à différents profils dans l'entreprise. Donc on a fait 5 fiches à destination des dirigeants, à destination des dirigeants au niveau filial, à destination des responsables RSE, droits humains, globalement de la vigilance dans l'entreprise, à destination des agents de liaison communautaire et à destination donc des ingénieurs et autres prestataires de services. Donc tout un chacun peut se saisir du guide. Donc pour faire en sorte que tout un chacun dans l'entreprise se saisisse, on va bien sûr le diffuser largement auprès de nos entreprises membres, les inviter surtout à le diffuser en interne dans l'entreprise. Donc là, c'est vrai que c'est à la responsabilité de chaque entreprise, mais on a aussi eu des belles invitations puisque d'ores et déjà, on va intervenir auprès de 2 entreprises directement auprès des collaborateurs. Donc, ce sont des sessions organisées par l'entreprise et nous, on va intervenir pour venir présenter le guide, les grands enjeux et répondre aux questions des salariés. Donc, nous, on se tient aussi à disposition pour intervenir directement dans les entreprises et parler de ce sujet. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai vraiment envie de lire le livre rapidement. Et j'avais une question. D'abord, disons, par rapport à est-ce qu'on mesure les coûts que va représenter pour l'entreprise le fait de mettre en place, disons, ces plans d'action? Et un peu pour rebondir à ce qui a été dit sur comment est-ce qu'on va faire que M. Trump lise ce livre, c'est l'idée que comment est-ce que on peut convaincre ou les investisseurs, et lorsque je parle des investisseurs, je pense aux gestionnaires d'actifs ou aux fonds de capital investissement, private equity, etc. Comment est-ce que eux peuvent aussi être intéressés par ces thématiques-là? Parce qu'à la fin, ce sont eux qui peuvent nommer les dirigeants des entreprises qui peuvent être intéressés par ces sujets. Donc, eux, ils ont aussi un pouvoir. Et donc, comment est-ce que les secteurs financiers peuvent être impliqués dans ça?
Merci pour cette question. Est-ce que Céline, ouais, tu veux répondre? Je vais te laisser prendre le micro. Merci. Alors, sur deux choses. La première, sur le coût de l'implémentation de cet engagement constructif avec les communautés affectées. Je crois que le principal coût aujourd'hui qu'accusent nombre d'entreprises, c'est le coût du non-engagement. C'est le coût des impacts liés à ce non-engagement qui parfois est contentieux, qui parfois entraîne des suspensions de projets et des oppositions locales. Il y en a nombre d'entre eux et aujourd'hui, les tensions se cristallisent autour des terres rares, des minerais rares. Donc cet engagement, il est crucial justement pour minimiser les coûts, prévenir ces coûts. Sur le coût maintenant de l'implémentation des recommandations et des orientations pratiques de ce guide, on parlait par exemple de la gouvernance de l'engagement. William l'a très bien souligné. On ne demande pas, vous verrez qu'il y a un schéma illustratif de la gouvernance de l'engagement, mais il doit être adapté à votre présence sur le territoire. On ne demande pas d'avoir 5 agents de liaison communautaire dans tous les contextes. Donc, ce coût, il est adapté à la réalité opérationnelle. Et puis, encore une fois, c'est une approche progressive. Donc, c'est un coût progressif. Et puis, toutes les entreprises, encore une fois, ne sont pas concernées par le sujet de la même façon. On a beaucoup parlé avec certaines entreprises dans la salle. Ça ne veut pas dire la même chose pour une entreprise dans un certain secteur extractif, agricole, que pour un secteur dans la grande distribution, par exemple, d'engager avec les communautés affectées. Donc le coût n'est pas le même, encore une fois. Et enfin, sur la responsabilité des banques et la capacité d'influence des banques. Dans cette task force, on a eu des investisseurs et des banques. On a beaucoup parlé de la responsabilité des investisseurs des banques sur ce sujet. Et vous retrouverez donc notamment des orientations sur la capacité d'influence, parce que c'est aussi là que l'on attend certains acteurs pour entraîner le changement positif dans la relation entreprise-communauté affectée qu'on attend. Mais je prends volontiers vos retours une fois que vous aurez lu le guide. Merci beaucoup. On va pouvoir s'arrêter là. Il est tombé à la fin et il est tombé au début et il tombera à la fin. Hop, voilà. Merci à tous pour votre participation. Merci également aux personnes qui nous ont suivis en ligne. Donc pour les personnes qui sont en présentiel, on a prévu un temps café juste en haut. Donc vous pouvez nous rejoindre, prendre le temps de discuter. Et pour les entreprises qui restent, donc pour le groupe de travail, on se retrouve à 10h50 dans une autre salle. Pour les personnes aussi qui sont en présentiel, si vous avez la possibilité de remplir très rapidement ce questionnaire de satisfaction, ça nous aiderait beaucoup à savoir ce que vous en avez pensé. Et je remercie à nouveau chaleureusement tous les intervenants et je vous dis à tout de suite et merci à ceux en ligne.